Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, un journal en grande partie consacré aux médias. Le besoin d'information n'a jamais été aussi prononcé ces derniers mois. Est-ce que la crise du Covid-19 a changé notre rapport aux médias et notre perception de l'information? Et si oui, de quelle manière? Pour en parler, nous serons avec l'un des fondateurs de Brut, Guillaume Lacroix. Elle se présente comme l'une des plus anciennes publications indépendantes en principauté. La Gazette de Monaco a choisi de suivre le mouvement de la transition numérique en informant désormais que sur Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix? Le directeur de la publication et de la rédaction de la Gazette de Monaco, Noël Mété, sera avec nous. Dans ce journal également, un nouveau site et des applications au service des monégasques et des résidents et de la musique, avec les premières répétitions de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On commence ce point info par les mesures prises par le gouvernement pour relancer le secteur du BTP. Ces mesures qui s'appliquent dans un premier temps jusqu'au 31 décembre 2020 portent sur une extension des plages horaires des chantiers. Ainsi, pour une grande majorité des chantiers, l'arrivée des compagnons sur site est avancée à 6h30 afin d'éviter une arrivée massive à 7h30 et d'organiser la distanciation sociale au moment de leur prise de poste. La réalisation de travaux est élargie de 7h30 à 21h du lundi au vendredi. Par ailleurs, les activités réalisées dans les extensions de créneaux horaires ne devront pas être bruyantes. Les travaux par percussion et foration sont interdits du lundi au vendredi avant 8h30 et après 19h30 et le samedi avant 9h30 et après 12h30. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info. Petit rappel, Frédéric, quel est le processus pour demander l'intervention de la CARE? Oui, les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, Émilie, peuvent soumettre leurs difficultés à l'examen de la commission d'accompagnement de la relance économique. La CARE a pour objectif d'offrir un accompagnement ciblé aux entreprises éligibles. Il faut par exemple pouvoir démontrer que l'activité est fortement et durablement impactée par les conséquences de la crise du Covid-19 ou encore avoir subi au moins 50% de baisse du chiffre d'affaires hors taxe au 30 juin par rapport à l'année dernière. Toutes les informations sont à retrouver sur le site servicepublicentreprise.gouv.mc dans l'onglet Covid-19. Et une information importante, la date limite pour déposer le dossier est le 31 juillet. Le gouvernement princier a également mis en place une nouvelle mesure d'accompagnement ciblé portant sur l'exonération partielle des charges patronales. Oui, ce dispositif vise à permettre aux entreprises fortement impactées de bénéficier d'une exonération partielle de la part patronale des cotisations CAR et CCSS pour les mois de juillet et août. Là aussi, il y a des conditions, entre autres appartenir à l'un des secteurs d'activité tels que le commerce, la restauration, le tourisme, la culture, le sport ou l'événementiel, pouvoir attester d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% par rapport à l'année passée. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du gouvernement. Parlons sport à présent et plus précisément de basket. La Roca Team vient d'annoncer la signature d'un nouveau joueur, Frédéric. Oui, le MVP du dernier tournoi final du championnat allemand, Marcos Knight, c'est un meneur de jeu américain qui a été un des grands artisans de l'excellente saison de Ludwigsburg, qui est arrivé en finale du championnat pour la première fois de son histoire. Excellent rebondeur pour un meneur, il tournait l'an passé à 16,5 points, 5,8 rebonds et 3,2 passes et formera une paire explosive à la main avec Dibost. Avec le retour de coach Mitrovic, les prolongations de Djibost et JJ O'Brien, l'arrivée de Daryl Willis et la présence de Willy Eguete, le visage de la Roca Team commence à prendre forme. Merci Frédéric. Leur média a soufflé un vent nouveau sur le traitement de l'information. En 3 ans et demi d'existence, Brut a su séduire avec son format innovant en engageant des communautés autour de lui. Comment expliquer sa montée en puissance et surtout son succès? Comment les médias en général ont traité l'actualité de ces derniers mois et comment cela a été perçu? L'un des fondateurs de Brut est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Guillaume Lacroix. Bonsoir. Est-ce que selon vous, la crise du Covid-19 a changé notre rapport aux médias? Je pense qu'elle a changé notre rapport aux médias de plusieurs manières. La première chose, c'est que je pense que passé la stupeur ou la sidération du début de la crise, les gens ont vite compris que l'accumulation d'informations très négatives avec
souvent un manque de contexte ou de mise en perspective, à force, ça devenait assez compliqué à gérer. Il y a une expression américaine qu'on appelle le doom scrolling, qui est le fait de, quand vous scrollez sur votre téléphone et que vous voyez que des news pas possibles, horribles, s'enchaîner, ça a un vrai effet sur la santé mentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça crée aussi un écart générationnel entre les plus jeunes générations et ceux qui, on va dire, entre ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec un téléphone dans la main, et les autres. Parce que moi qui suis vieux, du haut de mes 45 ans, j'ai grandi dans un monde où on avait 3-4 grandes télévisions d'information, 2-3 grands quotidiens, 2-3 radios. On a tous grandi avec une homogénéité de l'information, une compréhension du cycle de l'information, une compréhension des outils aussi pour comprendre l'information. Or, quand vous avez moins de 25 ans aujourd'hui, que vous êtes né avec un téléphone dans la main, vous n'avez pas cette grammaire commune de compréhension du monde, parce que depuis que vous êtes en âge de consommer de l'information, vous avez consommé tout et n'importe quoi. Alors, sans jugement de valeur là-dessus, mais en tout cas, vous n'avez pas consommé forcément la même chose que les autres. Ça crée une vraie différence. Et pour le cas de Brut, par exemple, nous, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un vrai sujet de donner des outils de compréhension du monde, notamment aux plus jeunes générations, pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passait à travers le monde. Et la place du numérique est de plus en plus grande dans la diffusion de l'information. Oui, évidemment, parce que si je prends les chiffres des millennials, c'est-à-dire, on va dire, des 25-40 ans, la moitié d'entre eux ne regardent plus du tout la télévision. Si vous regardez l'âge médian des chaînes d'information, c'est autour de 60 ans en général. Donc, il y a toute une partie de la population, on va dire les moins de 30-35 ans, qui s'informent quasiment que par les réseaux sociaux. Et donc, ça fait peser une énorme responsabilité, d'autant que sur les réseaux, il n'y a pas de hiérarchie, entre guillemets. Et l'information est poussée à travers des algorithmes que les médias ne contrôlent pas. Du coup, l'expérience que vous faites de l'information aujourd'hui, elle est extrêmement complexe, elle est dure à appréhender quand vous n'avez pas les outils pour bien comprendre la hiérarchie de l'information, la véracité même de l'information. Donc, je pense que les gens ont eu le sentiment je pense que la crise du coronavirus a accéléré ce sentiment de complexité qui va jusqu'à la suspicion, parce que quand on ne comprend pas, du coup, on est suspect de l'information. Donc, il y a un grand mélange qui s'est accéléré, oui. Et il y a eu pas mal de fake news aussi qui ont circulé pendant cette crise. Il y a beaucoup de parts de mésinformation sur YouTube, sur Facebook, etc. Alors, ça pose des énormes problèmes. Pour le coup, ces plateformes essayent de lutter contre cette mésinformation, mais c'est compliqué, notamment parce que du point de vue américain, il y a la liberté d'expression, enfin le freedom of speech. Tout ça fait qu'il y a un vrai sujet d'éducation aux médias, d'éducation à l'information qui devient plus que jamais hyper important. On parlait de véracité tout à l'heure. Brut est considéré comme l'un des médias les plus crédibles en France. Quelle est la clé de votre succès? En fait, il y a eu tous les ans, le Reuters Institute fait une étude sur la confiance que les Français accordent aux médias. Et au bout de 18 mois, Brut s'est retrouvé dans le top 3 avec Le Monde et Mediapart. Donc, ça nous a beaucoup interrogés parce que je pense que ça interroge la perception de la vérité, ça interroge le lien à la confiance. Il y a plusieurs choses. Chez nous, pour Brut, et je pense que la crise du coronavirus est un bon exemple, on a essayé pendant la crise du coronavirus, ce qui n'était pas facile à faire, de ne pas parler au conditionnel, par exemple. Donc, sur la chloroquine, surtout le débat passionné qu'il y a pu avoir en France sur ces sujets-là, on s'est dit, vous savez quoi, même la communauté scientifique n'est pas d'accord. Donc, ce n'est pas nous qui allons commencer à avoir… on aurait pu donner un avis, mais qui n'aurait servi à rien. On essaye de rester loin de l'opinion. On essaye de ne pas dire aux gens quoi penser, mais plutôt d'essayer de leur donner un ensemble de faits, de contextes, pour qu'ils puissent s'emparer de ces sujets-là et avoir une conversation saine sur ces sujets. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On a lu dans une interview que vous vouliez faire de Brut le Netflix de l'information. Est-ce que c'est vrai? Oui. Non, ça me fait sourire parce que on utilise des analogies pour que… Il y a un certain nombre de… Enfin, je ne vais pas me comparer à Netflix. Netflix, ils ont 190 millions d'abonnés dans le monde, quelque chose comme ça. C'est une grosse machine. Mais ce qui est intéressant avec Netflix, c'est que comme Brut est un média global.
C'est-à-dire que brut, la moitié de ce qu'on produit chaque jour marche à travers le monde. Ce qui est intéressant quand on parlait de Netflix, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Brut, après 3 ans et demi, est arrivé à la fin de sa première étape, qui est avoir créé une marque qui a engagé des communautés autour d'elle. Et ces communautés ont une grande confiance dans la marque. Donc aujourd'hui, moi, ce qui nous intéresse vraiment chez Brut, c'est activer ces communautés, recueillir leurs paroles, leurs avis, leur donner les moyens de discuter dans des endroits safe. Ça peut être aussi, comme Netflix, offrir une offre, par exemple, documentaire qui permet d'aller plus loin dans des sujets. En fait, personne ne s'occupe du cycle de valeur de l'information. C'est-à-dire, chez les jeunes générations, c'est je découvre en moins d'une minute un sujet qui m'intéresse sur les réseaux sociaux, généralement, ou à travers les échanges avec des amis. Ensuite, si ça m'intéresse vraiment, je vais faire Google Search, YouTube, Wikipédia. Je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Je vais progresser comme ça, je vais me faire un chemin. Et si jamais j'ai envie d'agir sur le sujet qui m'intéresse, rebelote, je repars pour un tour. Donc nous, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est prendre en charge tout de la découverte à l'éducation, en tout cas en savoir plus, jusqu'à l'impact. Et on va lancer un certain nombre d'outils à la rentrée pour répondre à ces demandes qui ne sont pas c'est pas nous d'un coup qui nous disons il faut faire ça. C'est vraiment ce que la communauté de gens, en France, il y a 10 millions de personnes qui regardent Brut chaque jour. C'est vraiment ce qu'on sent de la part de la communauté, des commentaires qu'on a. C'est ce qu'on doit faire pour répondre à leurs demandes. Exactement, répondre à une demande. Merci beaucoup, Guillaume Lacroix, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Et nous reviendrons dans quelques instants avec notre prochain invité sur cette transition numérique opérée dans les médias. Le numérique, justement, il en a été question dans cette réunion au ministère d'État. On y retrouve Christinda Thomel. Christinda, de nouveaux outils numériques viennent d'être présentés au service des Monégasques et des résidents. Oui, effectivement, Émilie, une réunion qui avait pour objectif d'aborder des sujets importants concernant la qualité de vie à Monaco. 3 outils numériques performants ont été conçus pour l'usager pour améliorer son quotidien en principauté et vous allez le voir, d'une grande facilité d'utilisation. Monaco, c'est un site, une plateforme en fait, une plateforme qui va rendre accessible de la donnée géographique notamment, de la donnée très pratique sur le quotidien, de la géolocalisation par exemple des ascenseurs, de l'information autour des chantiers, de l'information autour par exemple de la biodiversité en principauté. C'est vraiment le site qui doit devenir le canal privilégié d'informations autour de la ville, de son urbanisme, de la mobilité, etc. etc. Seconde application, Urban Report. Alors une application pour améliorer le quotidien. Oui, c'est une application de dialogue, Urban Report. Sur Monaco, on informe, sur Urban Report, on répond et on écoute d'une certaine manière. Donc, Urban Report, c'est une application sur laquelle chacun va pouvoir faire des signalements, va pouvoir poser des questions à l'administration sur un certain nombre de thématiques. Je pense notamment à la thématique des chantiers ou la thématique des travaux en voirie notamment. L'objectif, c'est de poser sa question, de faire son signalement et d'obtenir une réponse individualisée qui est fournie par la bonne personne dans la bonne direction du gouvernement. Et puis une application que tout le monde connaît, Waze, qui est relative à la mobilité. Oui, c'est une application effectivement de guidage GPS que tout le monde connaît. On a souhaité s'associer avec cette application pour en faire notre partenaire dans l'expérience de mobilité des automobilistes. L'objectif, c'est d'échanger nos données. Donc nous avons énormément de données sur toutes les perturbations qui peuvent exister en ville. Et eux, ils ont beaucoup de données sur les temps de parcours, notamment. L'objectif, c'est d'échanger ces données, de les mixer pour mieux informer l'usager et pour améliorer son expérience de mobilité. Et très concrètement, si vous surveillez les panneaux à messages variables en ville, vous verrez depuis quelques semaines, et dans les prochaines semaines bien évidemment, des temps de parcours qui vous seront affichés et qui proviennent de Waze notamment. 3 outils numériques qui permettent donc de créer un lien direct avec l'usager ou avec les résidents de la principauté de Monaco. Vous pouvez donc dès à présent les installer sur tous vos appareils. Ils sont disponibles en 3 langues, anglais, français et italien, Émilie. Merci Christinda pour ces précisions. Nous parlions tout à l'heure avec notre invité Guillaume Lacroix de l'évolution des médias et du traitement de l'information. Au fil des années, le numérique a gagné de plus en plus de terrain. Il y a quelques mois, la Gazette de Monaco a fait le choix de passer au 100% numérique. Nous sommes avec son directeur de la publication et de la rédaction. Bonsoir Noël Mété. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de faire le pari du numérique ? C'est un choix qui correspond à la fois à une évolution tout à fait générale et à l'évolution de la principauté en particulier, comme vous le savez, avec Extended Monaco.
Donc nous avons décidé de nous insérer dans ce processus, si j'ose dire, et d'être, nous dirons à notre niveau, un acteur de ce processus. Donc effectivement, après quelques décennies de gazettes tout en payées avec des périodicités qui ont varié un peu au fil des époques, on a décidé de devenir tout numérique. Tout numérique. Est-ce que c'est une transition qui a été compliquée à mettre en place ? Je pense que ça s'est déroulé du mieux possible avec le lancement du site il y a maintenant un peu plus de 18 mois dans sa version actuelle. Et nous le retravaillons et allons le modifier profondément à la rentrée prochaine. Quels sont les avantages du numérique, Noël Mété ? Est-ce que c'est la réactivité, on va dire, dans la diffusion de l'information ? Avant, la Gazette de Monaco avait une parution hebdomadaire ? L'atout, c'est la réactivité. C'est en même temps notre objectif, c'est-à-dire d'être aussi rapide dans l'actualité que possible, avec une synthèse que nous adressons tous les soirs à plusieurs milliers de lecteurs. Est-ce que selon vous, la presse papier a encore un avenir, Noël Mété ? On l'a vu avec la presse régionale, elle a durement été touchée pendant la crise. Je pense que la presse papier a toujours un avenir. Je pense que ce sont deux créneaux différents. Mais il est clair que le quotidien est certainement plus sensible et plus adapté au numérique que les autres périodicités. Ce n'est pas parce que les gens maintenant lisent parfois des livres sur Internet qu'ils ne lisent plus d'ouvrages imprimés. Merci beaucoup Noël Mété de nous avoir parlé de cette transition numérique que vous avez opérée à la Gazette de Monaco. Merci à vous. Merci à vous. La culture a durement été impactée par cette crise. Habituellement, la saison estivale est rythmée par de grands rendez-vous artistiques et musicaux. Mais cette année, les annulations se sont succédées. La principauté n'a pas été épargnée, mais certains événements ont pu être reprogrammés. C'est le cas, par exemple, des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Alexandra Pani a assisté à la reprise des répétitions à l'Auditorium René 3. Un son émane de la salle Yakov Kreisberg, la scène est de nouveau éclairée. Les cuivres retentissent enfin. Après 4 mois d'inactivité à l'auditorium Régnier 3, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo retrouvent la direction des répétitions en groupe, un lieu qui avait manqué pendant cette période de confinement. On a senti un manque, je vais dire assez cruel, de ne pas pouvoir vivre la musique comme on la vit depuis des années, comme une passion de partage, d'échange et surtout de ne pas avoir le public pour vivre ça. Donc du coup, effectivement, le travail à la maison s'est un peu modifié, puisqu'il consistait, puisqu'on n'avait plus de programme de concert à préparer, à maintenir une forme physique, donc comme un sportif, en fait, à faire une sorte d'entraînement, à travailler quelques petites études, petits exercices. Les instruments à vent suscitaient l'inquiétude des autorités sanitaires, mais depuis, de nombreuses études ont démontré le faible risque à exercer ces instruments de manière professionnelle. Le respect de la distanciation sociale permet d'assurer avec sérénité les concerts. Les musiciens peuvent ainsi reprendre dès cet été le chemin de la scène. L'idée, c'était de reprendre l'activité pour l'orchestre. On m'a donné l'autorisation de refaire 2 concerts au Palais. Donc il me fallait maintenant trouver un job pour les bois et pour les cuivres. Donc est arrivée l'invitation du Fort Antoine et j'ai trouvé que c'était fort à propos. Donc j'ai dit, comme c'est en plein air absolu, j'ai dit on va les faire jouer ensemble, chaque section. Et comme l'on dit, jamais 203, autre lieu emblématique de la Principauté, la salle Garnier accueillera les musiciens de l'OPMC pour une soirée spéciale le 3 août avec comme invitée la pianiste géorgienne Katia Bouniatishvili qui vient compléter ses concerts d'été. Pour le plaisir des oreilles, des grands noms de la musique, Mozart, Schubert, Debussy, Mendelssohn seront entre autres à l'honneur. Des programmes totalement remaniés, mais des retrouvailles très attendues avec le public avant le début de la nouvelle saison en septembre.
Et le programme de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est à retrouver sur le site internet de l'OPMC. On retrouve à présent Frédéric Hélion pour le point info pratique. On reste dans la culture avec les activités estivales du nouveau musée national de Monaco. Frédéric. Oui, le nouveau musée national de Monaco propose plusieurs activités, des ateliers jeunes publics ou en famille, mais aussi 2 projections nocturnes en plein air à la Villa Paloma. La première s'est déroulée hier soir. Le public a pu regarder le film Sunstone de Philippa César et Louis Anderson, avec en première partie All That Is Solid, un court-métrage de 15 minutes. La seconde aura lieu le jeudi 27 août, Félix in Wonderland, un film de Marie Lauzier. La projection est précédée d'un accès libre à l'exposition Variations, consacrée à l'art méconnu des décors lumineux. Une idée rafraîchissante pour le week-end. Frédéric, la plage du Larvoto est de nouveau accessible depuis quelques semaines, mais sous certaines conditions. Oui, le site balnéaire du Larvoto a rouvert ses portes depuis le 4 juillet. Émilie, en ce qui concerne la plage, je vous rappelle les horaires. Elle sera ouverte entre 7h et 20h en juillet et août et de 8h à 19h en septembre jusqu'au 13. Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est assuré, comme chaque année pendant la saison estivale, par la direction de l'environnement. Pour finir, Frédéric, une information qui va ravir les amateurs de mode. Oui, le créateur de mode Fabiano Desplat organise un défilé le 31 juillet à 20h. Il s'agira du seul défilé autorisé en principauté cet été. Il y présentera sa collection prêt-à-porter Femmes Automne-Hiver 2020-2021. Et vous serez au premier rang, j'imagine, Émilie. Mais bien sûr, Frédéric. Pas de style, en revanche, dans les vidéos qui vont suivre. Enfin, peut-être du style dans la chute, car vous allez le voir, c'est un festival. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux. On ne le rappellera jamais assez, soyez prudents. On retrouve Frédéric Hélion pour les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end, Frédéric ? Une très belle journée d'été pour débuter le week-end. Émilie, à part quelques nuages le matin, la journée sera bien ensoleillée. Il fera 20 degrés le matin et 27 l'après-midi. Pour ceux qui décident d'aller à la plage et de profiter de l'eau, elle sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h10 pour se coucher à 21h02. Samedi 25 juillet, nous fêterons les Jacques. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les premières répétitions de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Après 4 mois d'inactivité, photo signée Michael Alési. Quant à nous, on se retrouve demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.